Bon, alors je raconte la manip à ceux qui ne la connaissent pas, c'est une manip hallucinante. En physique quantique, je vous ai dit qu'un objet pouvait être à deux endroits à la fois, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez aussi prendre deux objets et les mélanger dans une seule vague, une seule onde. D'accord? On dit qu'ils sont intriqués. On peut faire ça avec deux grains de lumière, on sait le faire. Depuis les années 70, c'est des Français qui ont réussi à faire ça. Vous prenez deux grains de lumière, vous les mélangez dans une seule vague, et après vous laissez la vague s'étendre. Si vous laissez la vague s'étendre, un des deux grains de lumière d'un côté de la vague va ici, l'autre grain de lumière va là. Mais vu qu'ils appartiennent à une seule et même onde quantique, si maintenant vous essayez de mesurer celui-là, ou d'y toucher, ou de le chatouiller, ou de lui faire n'importe quoi, l'autre va le sentir instantanément. Alors ça, je vous dis tout de suite, Einstein avait dit c'est faux, c'est n'importe quoi. Il avait écrit un article très connu en disant ça n'est pas possible, parce que la physique, c'est local. Il se passe un truc là, ça ne peut pas agir instantanément là-bas. C'est pas possible. Ça peut agir, mais au bout d'un certain temps. Et les types ont fait la manip. C'est un Français qui a réussi à faire la manip le mieux possible, il s'appelle Alain Aspect, il est sur le plateau de Saclay d'ailleurs. Il a fait la manip, il a pris deux photons, il les a étalés sur 6 mètres. Et il a réussi à montrer qu'en mesurant ce photon-là, ça agissait absolument instantanément sur celui-là. Qu'il n'y avait pas un temps qui s'écoulait. Alors la manip à laquelle tu fais référence, elle a été faite récemment, on sait le faire maintenant sur 100 km. Par exemple, des gens en Suisse ont pris le réseau des télécoms suisses, une fibre optique, ils ont mélangé deux grains de lumière, ils en ont envoyé un du côté de Bellevue, je crois, l'autre vers Genève, et ils ont vérifié qu'en mesurant l'un, ils agissaient instantanément sur l'autre. Donc on peut appeler ça de la téléportation ou un message quantique instantané, c'est un truc délirant, c'est-à-dire que vous mesurez un truc et à 100 km de là, instantanément, l'autre truc le ressent. Bonjour à tous. Depuis une centaine d'années, des scientifiques de plusieurs pays, russes, anglais, allemands, chinois, vous avez comme nom Gurvitch, Kazanachiv chez les Russes, Karayev et Pop, et bien d'autres. Donc depuis une centaine d'années, tous ces scientifiques issus de plusieurs pays auraient démontré par une multitude d'expériences que l'ADN et les cellules émettraient une étrange lumière dans laquelle se trouverait enregistrée de l'information génétique. Grâce à ces rayonnements de lumière porteurs d'informations, les cellules communiqueraient entre elles et enverraient des informations vers les autres cellules. Certaines de ces informations constitueraient un véritable code génétique électromagnétique, holographique, qui assurerait et coordonnerait tout le développement de l'organisme. Il y a de cela plusieurs années, des scientifiques avaient décidé de réaliser une étrange expérience sur l'ADN humain. Ces chercheurs avaient choisi un homme dont ils avaient prélevé un petit échantillon de son ADN. Ensuite, ils ont transporté cet ADN à plus de 900 km. Et lorsqu'ils ont demandé à cet homme de penser à une émotion de peur ou de colère, eh bien son ADN, qui se trouvait à 900 km de là, réagissait instantanément en se contractant. Ensuite, quand ils ont demandé au sujet d'avoir des pensées de bonheur, de joie et d'amour, eh ben, son ADN se serait décontracté immédiatement. Cette expérience nous montre que notre ADN resterait lié à notre organisme, quelle que soit la distance. Il continuera de réagir à toutes nos émotions. Et vous remarquerez que la transmission de l'information vers l'ADN se faisait à la seconde même. L'histoire scientifique qui évoquerait ce genre de rayonnement porteur d'informations aurait commencé en fait en 1922 avec le biologiste russe Alexander Gurvitch. Alors qu'il observait des cellules d'une tige d'oignon qui était en pleine division cellulaire. C'est le processus habituel de croissance des organismes qu'on appelle la mitose. Ça, on l'a appris à l'école. Mitose, méiose. Le professeur Alexander Gurvitch constatera que cette division cellulaire avait tendance à devenir beaucoup plus intense si la tige d'oignon était placée à proximité d'un autre plan d'oignon. Ça l'intriguait. Il devait donc exister une sorte de rayonnement émis par le plan et reçu par l'autre. Et il lui donnera le nom de radiation mitogénétique, mot qui combine la division cellulaire qu'on appelle mitose avec l'information génétique qui aura été transmise entre les deux plans d'oignon, ce qui donne comme nom mitogénétique. Afin de vérifier cette hypothèse, il cherchera à déterminer la nature de cette radiation. Il effectuera alors de nombreuses expériences et interposera des écrans divers entre les plans d'oignon. Il observera que la division cellulaire s'arrêtait si on interposait une lame de verre. Par contre, avec une lame de quartz, elle continuait.
Il en déduira alors que la longueur d'onde de la radiation mitogénétique se situait dans le domaine de l'ultraviolet, hein, qui est arrêté par le verre mais pas par le quartz. Bah, il en conclura que les cellules d'oignon émettraient en fait un rayonnement ultraviolet qui déclencherait la division cellulaire. Ce rayonnement était de très faible intensité, hein, difficilement détectable avec les appareils de l'époque, hein. Mais ces expériences auraient été confirmées par la suite dans les laboratoires Siemens à Berlin par Reiter et Denis Gabor, hein, prix Nobel de physique en 1971. Bon, en 1974, le docteur Vlei Kaznachev et son équipe de recherche Chouchirine Michailova de l'Institut de médecine clinique expérimentale de Novosibirsk en Russie se lanceront à leur tour dans une série d'expériences afin de mettre en évidence ce genre de communication entre cellules. Bah, nos chercheurs russes placeront des cellules dans un tube scellé où elles baigneront dans une solution nutritive, hein. Et juste à côté, ils placeront un autre tube scellé avec des cellules provenant du même tissu biologique. Lorsqu'ils portaient atteinte à l'une des cultures par un virus ou un empoisonnement, bah, ils constatèrent que les cellules du flacon voisin, bien que protégées de la transmission chimique par la paroi du flacon, devenaient malades à son tour. Bah, ils venaient d'obtenir la preuve que les cellules envoyaient bien des informations aux autres cellules, hein. Cette expérience avait eu lieu dans l'obscurité, hein. Les deux tubes devaient être séparés par une paroi faite de quartz, hein, et la durée du contact devait être supérieure à plus de 5 heures, hein. L'effet qui produisait la transmission de l'information entre les cellules, lui, se manifestait au bout de 18 heures environ, dans 70% des cas. Mais ils avaient aussi constaté que cette transmission de l'information entre cellules n'avait pas lieu si la paroi qui séparait les tubes était en verre, qui logiquement arrête les ultraviolets. Après plus de 12 000 expériences, ces chercheurs russes avaient fini par découvrir que la communication entre cellules était effectuée par l'intermédiaire de radiations ultraviolettes. Au cours de recherches un peu plus récentes, le biologiste russe Alexander Burlakov et ses collaborateurs de la faculté de biologie de l'université de Moscou auraient, eux, observé que des œufs de poisson communiquaient aussi entre eux en se transmettant de l'information génétique. Dans l'expérience qu'ils avaient réalisée, nos chercheurs russes auraient pris deux boîtes hermétiquement fermées en verre, hein, qu'ils auraient placées l'une au-dessus de l'autre. Ces deux petites boîtes étaient séparées par une fenêtre toujours en quartz, hein. Chacune des boîtes contenait des œufs de poisson fécondés, hein, de loches, hein, dans des stades divers de croissance, hein. Au bout de 20 à 24 heures, nos chercheurs russes remarqueront que les œufs se seraient influencés dans leur croissance. Cette influence variait selon leur stade de développement. Si la différence d'âge n'était pas trop grande, le développement des œufs plus jeunes était accéléré. Si par contre la différence était grande, les œufs jeunes étaient alors retardés dans leur croissance. Ils pouvaient même subir des déformations et une forte proportion d'entre eux mouraient. Aucune influence n'avait lieu si la fenêtre était en verre, hein, bien entendu, hein. C'est toujours cette différence entre le verre et le quartz, hein, qui sous-entend que ce rayonnement agit sous les fréquences ultraviolettes, hein. Dans ce cas, on avait non seulement la preuve du rayonnement, mais en plus les influences manifestées montraient que le rayonnement transportait aussi des informations génétiques reçues et incorporées par l'œuf récepteur. Dans une suite de ces expériences, Burlakov va insérer certains filtres optiques de différentes longueurs d'onde et des polariseurs entre les deux boîtes, hein. Entre les deux boîtes, il va mettre d'autres filtres, hein, en plus du cristal et du verre. Bah, cela va provoquer des sortes de déformations génétiques qui donnera naissance à des larves à tête multiple ou à cœur multiple, etc., etc. Et en insérant d'autres filtres, Burlakov aurait finalement réussi à rétablir correctement le programme génétique normal et les difformités auraient disparu. Bah là, vous voyez, on joue juste avec les filtres optiques, on arrive à reprogrammer une nouvelle information génétique qui va enlever les difformités. Mais bon, il y a quand même une information génétique qui traversait les peaux, hein, du moins les tubes. On a vu plus haut comment Burlakov avait observé que des œufs de poisson se transmettaient des informations génétiques quand ils étaient mis en présence les uns des autres, simplement par leur rayonnement propre, hein. Or, de multiples expériences auraient prouvé qu'il était possible aussi de transférer des informations génétiques d'un organisme
à un autre également au moyen d'un rayon électromagnétique programmé. Avant que les chercheurs russes ne décrivent leur théorie, un chercheur chinois, Xin Kan-zheng, pensait lui aussi dans les années 60 que les molécules d'un organisme vivant étaient liées par des champs d'information et que l'ADN renfermait cette information sous forme de signaux électromagnétiques. Bon, on sait que l'ADN est le porteur de l'information génétique, hein. Mais bon, laissons la parole à Xin Kan-zheng. Les récentes découvertes en physique m'ont amené à supposer que l'ADN n'est qu'une cassette avec enregistrement de l'information, hein, tandis que les signaux bioélectromagnétiques en seraient le support. En d'autres termes, le champ électromagnétique et l'ADN constitueraient une matière génétique combinée existant sous deux formes. Passive pour l'ADN et active pour les champs bioélectromagnétiques. Cela dit, la forme passive qui est l'ADN servirait à enregistrer l'information génétique, hein, alors que la forme active qui correspondrait à son rayonnement électromagnétique, du moins bioélectromagnétique, hein, serait en mesure de la modifier, hein. Quand je parle du rayonnement bioélectromagnétique, certains chercheurs ont décidé d'appeler cela les biophotons. Bon, je préfère employer le terme d'information électromagnétique, surtout d'information génétique. Dans les laboratoires de l'université chinoise, Zheng inventera un appareil qui projetait des ondes électromagnétiques UHF, c'est-à-dire ultra haute fréquence, sur un organisme. Les ondes UHF étaient polarisées avec une antenne en forme de parabole, de sphère, de cône ou d'hexaèdre. Oui, on a l'impression qu'il travaillait sur des machines futuristes, mais bon. Elle captait l'information génétique puis la transmettait à un autre organisme. Dans une série d'expériences, Zheng transféra ainsi les informations génétiques de germes de blé sur des plantules de maïs. Il obtiendra des grains hybrides, hein, qui intégraient à la fois la morphologie du blé et du maïs. Par le même procédé, il aurait transféré l'information génétique d'un melon sur celui d'un concombre. Ces modifications se transmettaient ensuite aux futures générations de plants, hein. C'est-à-dire, le concombre donnait un aspect de melon, mais il gardait sa forme de concombre, mais en ayant une apparence de melon, hein. Xin Gan-zheng aurait continué ses recherches sur des animaux, hein. Il réussira ainsi à transmettre l'information génétique d'un canard sur des œufs de poule. Et la plupart des poussins naîtront avec des modifications génétiques, pas de palmée, tête plate, hein, comme celle d'un canard long. Les modifications enregistrées seront également transmises aux générations suivantes, hein. Je pense que vous avez tous vu le film Jurassic Park, hein, lorsque les scientifiques récupèrent un moustique dans de l'ambre, hein, ils retirent le sang qu'ils récupèrent et ils récupèrent des morceaux d'ADN qui auraient appartenu à des dinosaures. Et à partir de là, ils essayent de retrouver, de créer de nouvelles espèces de dinosaures. Avec ce genre d'appareil qui avait été créé par Xin Kan-zheng, on peut commencer à imaginer que des chercheurs puissent insérer, retrouver un ADN d'un dinosaure et qu'ils projettent le rayonnement bioélectromagnétique de l'information génétique qui est contenue dans cet ADN de dinosaure sur une espèce qui vivrait actuellement. Cette espèce, logiquement, donnera naissance à un hybride qui aura des caractéristiques de dinosaure et de la bête actuelle. Mais avec le temps, cet animal finira par laisser transparaître l'apparence du dinosaure. Bon, là, le film Jurassic Park, c'est de la science-fiction, mais ce n'est pas que de la science-fiction, hein. Dans le futur, on peut avoir des surprises, hein. D'ailleurs, dans certains laboratoires secrets, surtout en Chine et en Russie, on a, même en Angleterre, hein, aux États-Unis aussi, dans certains laboratoires secrets, on a réussi à fabriquer des chimères, hein. Vous savez, c'est des bêtes hybrides, mi-homme, mi-animal. Oui, c'est interdit officiellement, mais officieusement, beaucoup d'armées dans plusieurs pays laissent leur laboratoire travailler. C'est que chaque armée essaie de trouver un être qui serait un surhomme. Donc on travaille sur la génétique pour donner naissance à des surhommes. C'est pour cette raison que ces expériences passent par les animaux. Et bon, le problème c'est qu'ils font des hybrides mi-animaux, mi-animal. Mais bien entendu, ces hybrides ne quittent pas les laboratoires, hein.
Certains continuent à vivre, d'autres sont décédés. Hein. Chacun sait que notre destin est inscrit dans nos gènes, non seulement le destin des hommes, mais également le destin de toutes les espèces vivantes. Donc il est très important de comprendre ce qu'il y a dans un gène et ce qu'est un gène. Donc les gènes sont en fait des éléments de la molécule d'ADN qui code pour l'ensemble de nos caractéristiques. Où sont les gènes? Ils sont donc situés à l'intérieur de la cellule, dans le noyau, et quand on regarde un noyau au microscope, on voit la molécule d'ADN sous une forme de filament qui est enchevêtré et on sait que les gènes sont là, mais on ne peut pas les voir. Si on veut regarder mieux où ils sont localisés, en réalité, on a une option, c'est de regarder au moment où la cellule se divise, car à ce moment-là, on voit beaucoup plus clairement les chromosomes, qui sont les supports de l'ADN. La molécule d'ADN la double hélice étant à l'intérieur d'un petit manchon de protéines qui la protège. Et en tout, nous avons dans l'espèce humaine 23 paires de chromosomes qui nous viennent pour l'un 23 du père, 23 de la mère. C'est vrai dans toutes les espèces sexuées, mais le nombre de chromosomes varie d'une espèce à l'autre. Si on regarde, on déplie cette molécule d'ADN qui est dans chacun des chromosomes, jusqu'à l'extrême, on peut voir que ce filament est en fait un filament qui est composé d'une chaîne de petites molécules qui sont les acides désoxyribonucléiques, c'est pour ça qu'on appelle ADN. Et cette chaîne d'ADN est faite de 4 lettres d'un code qui va être lu pour fabriquer une protéine. Il y a comme ça, dans l'ensemble de nos 23 chromosomes, si on déroule toute la molécule d'ADN, environ 3 milliards de ces lettres. Donc ça, c'est l'immense livre de la vie. Et sur ces 3 milliards de lettres, il y a des phrases qui sont les instructions pour fabriquer les protéines, qui sont les gènes. Donc il y a les lettres, il y a ensuite la phrase, sachant qu'entre les lettres et la phrase, il y a la lecture de mots, et les mots sont lus 3 lettres par 3 lettres, comme ça. Chaque 3 lettres veut dire quelque chose pour mettre un élément de la protéine qui sont les acides aminés. Ce gène peut avoir une longueur très très variable, il y en a de très grands, de beaucoup plus petits, mais ils ont tous en commun le fait qu'ils ont au début une séquence codante qui dit que c'est le début de la fabrication, ça s'appelle le promoteur, et à la fin, ils ont une séquence codante qui dit que c'est la fin, et c'est un codon, c'est-à-dire 3 lettres, qui dit stop. Donc en fait, un gène, c'est une séquence d'ADN entre un promoteur pour débuter la lecture et un codon stop qui va être à l'origine de la fabrication d'une protéine. Et les protéines qui sont fabriquées à partir de ça sont de 2 natures, des protéines de structure qui sont donc les briques du vivant, qui sont les petits éléments qui vont être à l'origine de nos cellules, de nos organes, et sont également des enzymes qui vont être les outils pour fabriquer d'autres éléments du corps humain qui ne sont pas de nature protéinique, par exemple les glucides, les lipides, etc. Donc ces gènes sont communs à toutes les espèces vivantes, mais toutes les espèces vivantes n'ont pas exactement la même forme du gène, mais on peut dire que tous les gènes principaux se retrouvent dans toutes les espèces. Et donc, ce que font souvent les généticiens, quand ils veulent comprendre dans une espèce comment fonctionnent les gènes, c'est de comparer les gènes entre eux, et il y a généralement une partie commune à toutes les espèces quand on les compare, et puis des parties variables qui sont plus ou moins grandes. Par exemple là, ça serait l'homme qui aurait rajouté un petit élément, et puis ça serait le singe, et puis ça serait la souris, qui aurait également une partie là, etc., variable. Mais il y a toujours, ou ça peut être un arbre quelconque, il y a toujours une partie commune et une partie variable qui fait que ces parties-là vont témoigner de l'histoire de l'évolution
et du fait que chaque espèce a développé des caractéristiques qui lui étaient propres et qui avaient un intérêt du point de vue de l'évolution. Donc nous avons tous les mêmes gènes, nous n'avons pas exactement la même forme du gène, y compris à l'intérieur d'une même espèce, ce qui fait que nous sommes tous différents. Donc les gènes sont bien à l'origine de la vie et de notre destin, et il y a une infinité de possibilités pour définir les caractères.